Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous entendez bien, ça ne distord pas trop le son, ça va. Merci d'être venu pour cette inauguration, on va dire, d'un nouveau cycle de conférences qu'on a voulu consacrer à la question du lien entre travail et politique. Dans un contexte, évidemment, ça ne devra pas échapper, qui va être fortement marqué par le tropisme politique dans les 6 mois qui viennent, 7, 8, oui, voilà. Et donc, dont la question du travail, dans ce contexte politique, risque probablement d'être assez absente, comme assez souvent, même si par le passé on a eu effectivement la question du travail a été convoquée, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, à travers le slogan du travailler plus pour gagner plus, qui est une forme d'instrumentalisation du travail, bien évidemment, qui ne renvoie pas et qui ne touche pas et qui ne questionne pas et qui ne renseigne pas et qui n'essaie pas de travailler la question du sens, de la valeur, de qu'est-ce que permet le travail. De ce point de vue-là, d'ailleurs, en France, on se signale particulièrement à travers les enquêtes qui sont menées, en particulier les enquêtes qui sont menées sur les valeurs, qui sont des enquêtes régulières menées à niveau européen. Et je réfère là aux travaux de Dominique Méda et de Davoine, où on s'aperçoit d'une contradiction, on va dire, quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que d'un côté, le travail suscite des attentes très très fortes, beaucoup plus fortes que dans d'autres pays, en particulier dans les pays anglo-saxons, ou même comparé aux États-Unis, etc. Donc au-delà de l'Europe même. Il suscite des attentes très très fortes. Et d'un autre côté, le travail est une source de grande insatisfaction, de revendications fortes, et pour tout dire, d'une insatisfaction. Donc voilà, on est dans quelque chose, là, il y a un hiatus. Et c'est pas seulement l'enquête valeur, une enquête tout à fait récente qui vient de sortir, qui est très robuste, de l'enquête de l'INSEE, emploi du temps, qui analyse donc toutes les activités, le temps passé dans les différentes activités. Une question qui a été posée pour la première fois d'ailleurs dans ce type d'enquête sur le degré de satisfaction qui était apporté par les différentes grandes activités que sont les activités physiologiques, l'entretien de soi, etc., dormir, manger, aimer, etc., le travail, le loisir, le travail domestique, etc. Et sur une échelle de notation qui avait été construite par l'INSEE, le travail arrive en dernière position, derrière le travail domestique, derrière le temps de transport même, enfin voilà. Donc on voit que là, il y a une véritable crise dont on peut trouver des explications, et c'est à ça qu'on va essayer de répondre, enfin en tous les cas de répondre, d'essayer en tout cas de réfléchir au cours des prochains mois, à travers des analyses à la fois ergonomiques, économiques, sociologiques, voilà. Et donc voilà, c'est à travers ce questionnement un petit peu, je dirais, de paradoxal. Alors, c'est vrai que le travail, une des explications, c'est que le travail a été recouvert par la question de l'emploi, et dans un contexte de chômage fort, comme on connaît depuis 30 ans, c'est pas quelque chose de surprenant. Donc c'est vrai que la question du travail a été souvent abordée par cette question biaisée de l'emploi, biaisée mais en même temps très nécessaire, bien évidemment. Simplement le lien n'est pas toujours bien fait, et il est clair que, effectivement, par exemple, la perduration d'un chômage de masse met le travail à distance, de fait, à travers son lien très très fort, parce que le lien emploi-travail, on ne peut pas non plus s'en exonérer. Donc voilà. Et puis aussi la question le travail est une création de valeur, en même temps qu'il apporte une capacité, enfin l'épanouissement de soi, des facteurs d'identité, etc. Et donc cette dévalorisation du travail par rapport à d'autres indicateurs de richesse, qui sont des indicateurs de type financier ou de productivité par exemple, amène une dévalorisation du travail à travers des recherches d'intensification. Là aussi, toutes les enquêtes européennes, en particulier celle de
la fondation de Dublin sur les conditions de travail montre un accroissement depuis 20 ans de l'intensification du travail. Alors voilà, ce type de questionnement, ce hiatus entre attentes portées sur le travail et la réalité, nous amène à essayer aujourd'hui de voir un petit peu, d'essayer de déblayer un peu ces questions-là. Et en particulier, du point de vue des ergonomes, François Hubot, alors je vous présente nos deux intervenants de la soirée qui vont parler. Donc François Hubot, qui est ergonome, professeur à Paris 1, et puis Christian Dutertre, économiste, vous les connaissez tous, hein, qui est professeur à Paris 7. Pour les ergonomes, il y a peut-être là une question qu'on peut, qui est à creuser sûrement, et qui sont creusées, et c'est celle de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Cette question de l'engagement de l'individu dans son travail, est-ce que ça, cette question de cet écart, si on la travaille, est-ce que ça ouvre un espace pour le politique? François. Alors la consigne ce soir, c'est qu'on fasse bref les uns et les autres pour que la discussion puisse s'engager, sachant qu'on est sur un cycle qui va revenir à plusieurs reprises sur les différents contenus qu'on va développer. Pour démarrer donc la question de savoir comment, à partir de l'ergonomie, se construit pas une question politique. Je dirais plus que de l'ergonomie, c'est les sciences du travail dans lesquelles l'ergonomie est faite à une place assez particulière du point de vue justement de la mise en évidence de cette dynamique de l'activité et de l'écart que cette activité introduit avec la tâche. Alors, je vais dire la chose suivante, qui est à la fois un classique en ergonomie, mais quand même un classique qui est pas mal revisité par ce qu'on fait, les réflexions qu'on développe, le travail qu'on mène. Je voudrais faire ici allusion au fait que, par exemple, l'ami de Barkat qui est là a développé lors d'une séance au CNAM récemment, qui est audible par téléchargement et qui aura une suite le 22 mars, c'est exactement ces thèmes-là aussi, mais du côté philosophique. Il y a une communauté de pensée qui se développe avec des spécifications ou des spécificités les uns des autres, mais qui fait quand même ensemble allusion à l'idée suivante. L'enjeu de l'activité, le sens de l'activité, c'est de faire en sorte que la division du travail ne s'incarne pas, ne se précipite pas, pour dire comme ami, dans une division du sujet. Autrement dit, le point de fond ici, c'est que par l'activité, le sujet résiste à un danger qui serait la division du même en des dimensions psycho, physio, sociaux, diverses, faisant écho, ce faisant, à une division d'organisation qui elle-même répond à ce genre de découpage dans l'univers supposément social. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que tout de suite, dans la question de l'activité, ce qui se joue, c'est la capacité de résister, de faire exister autre chose. Donc l'enjeu d'une liberté, c'est par là que se construit l'enjeu de l'émancipation par rapport à l'organisation. Alors, le point sur lequel je voudrais simplement insister, pour être très rapide, c'est qu'il y a, pour ainsi dire, deux époques qu'il faut qu'on considère, c'est-à-dire l'époque à partir de laquelle et sur laquelle les sciences du travail se sont développées, qui est rapidement dit l'époque, on va dire, taylorienne ou frandio-taylorienne, et puis l'époque actuelle, qui est difficile à qualifier, mais qui se caractérise par le fait qu'on est dans une définition et dans une situation un peu différente. Dans ce moment-ci, je vais me tenir à ça. Ce qui est intéressant pour nous dans la période taylorienne, c'est que la division du travail, elle est soutenue par le droit. Et que ce qui se joue, c'est que le droit organise le fait que dans l'organisation, on ne fait pas n'importe quel usage de soi. Et que, certes, l'organisation appelle un sujet subordonné, qui donc, de ce point de vue-là, suspend ce que dans l'espace social, dans l'espace commun, il peut prétendre en termes d'égalité. Il n'y est pas là égal, il est subordonné. Que cette subordination passe par un consentement qu'il fait, c'est-à-dire qu'il participe à un geste qu'on lui demande, qu'on lui prescrit, mais auquel il consent.
et qu'il le fait dans un cadre où il y a une garantie qui est censée jouer qu'on ne fait pas n'importe quoi de lui, que c'est accompagné d'un certain nombre de normes, de lois, de textes, de règles, qui constituent donc des dispositifs institutionnels, question d'en revenir là-dessus, qui fonctionnent comme des repères. Alors ça n'empêche pas que ceci ne fonctionne pas exactement comme la fiction prévoit que ce soit, et que ce faisant, les sciences du travail et l'ergonomie à sa tête, pour le coup, ont montré que c'est pas pour autant que les gens font exactement ce qu'on leur demande. Et que précisément par le simple fait qu'on demande au sujet de suspendre d'une certaine manière la subjectivité en ne mettant pas en œuvre ce qu'il pourrait penser de ce qu'on lui demande et en réservant tout jugement dehors, dans le cadre d'une promesse qu'on lui fait que dehors, s'il suit ce qu'on lui demande dedans, mais il y trouvera un bénéfice qui justifie ce sacrifice. Moyennant quoi quand même, il est dans le moment où par cette autonomie relative qui s'exprime là, il est dans la situation de deux choses, qui est l'enjeu pour nous de l'activité. Un, de permettre à la prescription de se réaliser dans le monde réel, c'est-à-dire de capter ce qui dans le réel n'était pas prescrit, et donc d'une certaine manière de réaliser la tâche dans ses intentions plus que dans ses façons. De ce point de vue, c'est une autre manière du consentement. Et, à cette occasion, de faire exister dans l'activité le moyen d'une réalisation de ses propres buts. Et donc de réaliser dans l'activité quelque chose pour soi, qui est la dynamique de la subjectivation. Et c'est cette tension que les ergonomes, et encore une fois, la psycho du travail, la psychodynamique, etc., les sciences du travail, pour faire très court, ont montré avec les unes ou les autres une considération plus ou moins développée de la question de la subjectivité qui aujourd'hui fait un retour très fort et qui les met les unes ou les autres dans des situations plus ou moins difficiles, et je passe là-dessus. Mais ce point est extrêmement important parce que, je conclus, ce qui se joue, c'est finalement l'idée qu'il y a une certaine inaliénabilité de l'activité. L'activité est dans une situation qui donne au départ le sentiment d'une aliénation, c'est-à-dire d'une subordination, qui n'est pas réellement ou forcément une soumission, et qui, dans la manière donc d'à la fois y consentir et d'y résister, manifeste quelque chose qui peut s'appeler liberté ou caractère inaliéné ou inaliénable, en tout cas de résistant à l'aliénation, s'opère, et c'est le défi même de la santé mentale, de la santé tout court, mais aussi de la perspective politique, à partir de laquelle quelque chose peut être pensé depuis le travail. Alors juste un mot pour faire le pont avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement, quelque chose est rompu, d'une certaine manière une digue est rompue, à la fois parce que la prescription n'a plus la même capacité d'engagement, parce qu'elle porte sur des dimensions du monde qui sont beaucoup moins stabilisées, de sorte qu'elle est beaucoup plus vague. C'est une prescription un peu de principe, générique, du style tu te débrouilles, pour faire court, et que, attaché à cela d'ailleurs, et à travers des dispositifs d'évaluation qui outillent et instrumentent cette question, il y a un déficit des dispositifs institutionnels, de sorte que dans l'activité, plus personne, ou de moins en moins de monde, n'est capable de pouvoir référer à une norme, une règle, quelque chose qui puisse être sollicité pour juger de ce qu'il est convenable ou pas de faire, de pouvoir s'abriter derrière pour dire ça se fait pas, ou ça quand même. Et le sujet est devenu autoréférentiel, c'est à lui-même qu'il est demandé d'être juge de ce qu'il peut ou ne peut pas. C'est vendu sous l'angle d'une autonomie, mais qui en réalité est un véritable piège, de sorte que comme il est juge de ce qu'il peut ou ne peut pas, il est toujours en situation de se voir reprocher d'en avoir jugé plus à son aise qu'il n'aurait fallu. Et ce faisant, évidemment, il est happé dans un dispositif où il n'arrive plus à trouver prise. Et ceci devient alors un enjeu politique aussi. Alors, on reviendra sur tout ça, mais c'est comme ça que, de ma place, j'aurais envie de lancer l'affaire. D'accord. Mais alors, parce que nous, les sociologues du travail, on se place moins du point de vue du sujet, plus du point de vue des collectifs de travail. Parce que la division du travail a une double dimension. C'est cette dimension, effectivement, que tu as soulignée. Et puis, c'est aussi cette dimension de la division du travail entre, par exemple, conception et réalisation. Là, on est moins sur le sujet, on est plus dans des confrontations de positions dans le dispositif de travail, des positions dans lesquelles chaque différents éléments se reconnaissent par proximité dans le processus de travail. Alors,
Et c'est quand même une question, et là je me tourne vers toi, Christian, parce que tu as beaucoup travaillé sur l'économie de l'immatériel, tu travailles toujours. D'une part, il y a une question, moi je vais faire beaucoup en ce moment à l'ouvrage de Matthew Crawford, qui dit que finalement dans l'activité immatérielle, dans l'économie de la connaissance, etc., on retrouve les mêmes processus de division entre conception et réalisation, donc vrai ou faux, à nuancer ou pas, notamment à travers l'utilisation de logiciels, des systèmes experts qui en fait sont une forme de procédurisation du travail, de la routinisation, et finalement, parce que c'est une question aussi, c'est François, celle de la perte de la maîtrise, c'est aussi la perte de compréhension du processus dans lequel on se situe à un moment donné dans le travail. Et si on n'a pas les tenants de ce qui se passe en amont, de ce qui se passe en aval, et c'est souvent le cas parce qu'il y a des étorchéités, il y a des capacités étanches qui sont construites. Voilà. Alors, c'est une question, là je me tourne vers toi, question sur une double question, celle qui t'est posée par François, qui est finalement... c'est cette question que je te pose directement, puis l'autre qui est posée par François sur les règles, sur la construction des règles, c'est-à-dire le droit qui a construit, qui organise la subordination du travail. Finalement, là, on a l'impression qu'on arrive à quelque chose de ce caractère exogène, plaqué sur l'activité de travail. Comment, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à réfléchir en termes d'une autre façon de construire des règles qui serait par l'implication des sujets eux-mêmes dans la construction des règles. Alors, effectivement, on assiste depuis maintenant une vingtaine d'années à une déstabilisation constante des systèmes de règles, des systèmes de conventions qui concernent le travail, en fait des dispositifs institutionnels qui encadrent le travail. Et on pourrait dire que les dispositifs issus du monde industriel, de l'expérience industrielle, du Fordisme, et plus largement de l'histoire industrielle, ces dispositifs institutionnels qui concernent la régulation du temps, qui concernent la régulation des questions de qualité, qui concernent les questions de régulation de la productivité, qui concernent les questions de régulation des compétences, des qualifications des compétences, ces règles, ces dispositifs institutionnels apparaissent comme peu pertinents. Non seulement ils sont peu pertinents eux-mêmes, mais ils rentrent en contradiction avec l'expérience du travail. Et donc, au lieu de stabiliser, constituer dans l'autonomie dont a parlé François, des éléments de repère sur lesquels les salariés peuvent s'appuyer et assurer leur travail, cette déstabilisation fragilise en fait l'engagement des salariés dans leur travail. Donc il y a un problème d'aider de comprendre pourquoi ces dispositifs institutionnels ont été déstabilisés et comment aujourd'hui émergent ou n'émergent pas de nouveaux dispositifs institutionnels. Et c'est là que va se faire le rapport avec le politique. Parce que qui parle de dispositifs institutionnels parle de règles ou de conventions qui dépassent le périmètre de l'organisation, c'est-à-dire qui dépassent le périmètre de l'entreprise, de l'association, de l'organisation parapublique, pour devenir des règles qui renvoient à un sens dans la société. Et donc à des règles qui ont une pertinence sur le plan politique. Alors, je suis obligé de faire un tout petit détour historique pour vous donner quelques éléments clés de cette déstabilisation et vous dire, selon moi, quels sont les principaux enjeux qui à la fois concernent le travail, l'émergence de nouvelles règles, de nouvelles conventions, et donc de nouveaux enjeux politiques. Les trois grandes déstabilisations, si vous voulez, sont les suivantes. Alors, je reviens régulièrement là-dessus, ceux qui me connaissent savent que c'est presque un dada, mais en même temps, c'est si fondamental que passer à côté, c'est que on passe à côté du réel du travail. Ces trois grandes mutations qui sont cette fois-ci des mutations structurelles, qui ne sont pas liées aux questions institutionnelles. C'est des évolutions historiques que l'on rencontre dans tous les pays développés et maintenant très rapidement dans les pays émergents. Alors, la première grande mutation structurelle, c'est le passage d'une activité fondée sur les activités manufacturières, c'est-à-dire de transformation de la matière, vers des activités de service.
Et la spécificité des activités de service, c'est qu'elles se font en lien étroit avec les bénéficiaires des services. Les clients, les patients, les étudiants, les touristes, tout ce qu'on veut, mais les bénéficiaires des services. Et ici, la différence qui est posée par rapport au travail, c'est qu'ici, les bénéficiaires rentrent dans le processus de travail lui-même. Et ils contribuent par des formes de coopération que nous nommons transverses, ils contribuent à réaliser le service en apportant des informations, en se déplaçant, en prenant en charge une partie de l'activité, en alertant le salarié de difficultés, en soutenant le salarié, etc. Il prend en charge une partie de l'activité. Et selon les conditions dans lesquelles cette coopération, cette relation de service s'établit, eh bien, la qualité du service n'est pas la même, la productivité n'est pas la même, les questions des effets externes ne sont pas les mêmes. En d'autres termes, à la fois le travail change et les résultats du travail ne sont pas les mêmes. Et ceci est un point extrêmement important. Quelles règles établir? Que le salarié doit-il assurer par lui-même et renvoyer aux bénéficiaires? Où est mettre la limite entre la production par soi-même ou le report sur l'autre, ou la coopération? Où mettre la limite? Comment, à un moment donné, borner cette question-là? C'est extrêmement compliqué. Et l'histoire industrielle ne nous permet pas de stabiliser cette question. C'est un très grand trouble. Dès que vous rentrez comme enquête dans les situations de travail, vous voyez combien cette question trouble, perturbe les salariés. La deuxième grande question, c'est le fait que ce monde industriel était fondé, du point de vue économique et du point de vue de la gestion, sur des éléments mesurables. J'appelle ça, moi, l'économie matérielle. C'est-à-dire des éléments dénombrables qu'on veut mesurer à partir d'étalons de poids, de force, de rapidité, de temps, qui désignent, à travers des normes, des éléments de repère extrêmement précis pour le salarié dans son travail. Il faut respecter la norme à telle, un certain rythme, au moment où on travaille sur le site, etc. Or, ces 30 dernières années, ce qu'on a vu, c'est que les éléments matériels mesurables ont une place de moins en moins grande dans les systèmes productifs, et ceci quelles que soient les activités, de l'agriculture à l'industrie au service, par rapport à des ressources qui sont immatérielles, ou des dimensions de ce que l'on fait qui relèvent de dimensions immatérielles. L'esthétique d'une voiture, la confiance que vous avez dans le fait que la voiture va durer, le rapport social qui se constitue à travers les objets, les rapports sociaux qui se constituent à travers les objets, la façon de acheter une voiture pour vous représenter, vous présenter au monde, vous présenter aux autres. Toute une série de dimensions immatérielles, des ressources, comme des outputs, comme disent les économistes, qui deviennent stratégiques. Vous n'avez pas une voiture aujourd'hui parce qu'elle roule à 150 km/h ou 130. 150, vous pourrez rouler maintenant normalement qu'en Allemagne à 150 km/h, normalement. Mais c'est pas ça qui fait vendre une voiture. Vendre la voiture, c'est sa pertinence par rapport à l'usage que vous allez avoir, c'est la représentation que ça donne de vous-même, le rapport social qui s'introduit, toutes choses qui sont des choses non mesurables. Et vous voyez ici, les normes issues de l'industrie, les repères dont parlait François, dans le travail concret, qui passaient par des mesures, disparaissent, au profit de choses beaucoup plus difficiles à capter, beaucoup plus difficiles à identifier, et surtout de beaucoup plus difficile pour se mettre d'accord. D'accord entre salariés, d'accord entre les salariés en situation d'exécution et l'encadrement, d'accord entre les salariés et les bénéficiaires qu'il va y avoir des services, ou les consommateurs qu'il va y avoir de ces biens produits, voire de ces aliments produits. Et ici apparaît un deuxième trouble, c'est-à-dire que les dispositifs de normalisation passent à côté des enjeux réels du travail, passent à côté de cette dimension immatérielle des activités. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui monte de plus en plus, un peu partout, cette idée de l'évaluation, ce mot de l'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation, moi, quand j'ai commencé à faire de l'économie dans les années 70. On parlait de calcul économique, de calcul de rentabilité, il n'y a pas d'évaluation.
savait ce qu'on faisait, on savait dénombrer la production, on savait faire des calculs d'amortissement, on savait que derrière tel investissement dans tel équipement, on allait produire tant de voitures, ou tant de chandails, ou tant de tables, on savait ce qu'on allait faire. Et on faisait des calculs, et certains parlaient même de calculs qui étaient capables d'être optimisateurs. Et on dit qu'on c'est formidable, vous pouvez optimiser, être au maximum de la production. Tout ça est parti en quenouille. On n'est plus capable de mesurer, les calculs économiques c'est terminé, capacité d'optimiser terminé. Vous utilisez le mot optimiser, et dans le langage courant de faire mieux, mais bon voilà. Mais l'optimum mathématique, on a en tête ceux qui ont une formation mathématique, moi j'en ai une, c'est ce que c'est qu'un optimum, eh bien non, on n'a pas en économie. Vous voyez, toutes ces choses, ce contrôle, donc, ont disparu, et montrent l'exigence d'évaluation. Mais alors comment faire de l'évaluation? Comment évaluer ce qui est juste, pas juste, adapté, pas adapté, pertinent, pas pertinent, esthétique, pas esthétique, etc. Comment évaluer? À partir de quoi évaluer? Alors les gestionnaires essayent de faire revenir des éléments mesurables en faisant des notes. Hein, avec des notes, et on essaye de cadrer le truc en mettant des chiffres, avec les chiffres, en refaire de la moulinette. Mais tout le monde se rend compte que ça ne marche pas, quoi. On passe à côté de la plaque. Alors, sinon, le poids des gestionnaires, le poids de la gestion en ce moment dans les services publics est énorme. L'université est en train de monter, avec beaucoup de déstabilisation. Alors on mesure le nombre d'articles, on mesure le nombre de machin. Et vous voyez bien que tout cela n'est absolument pas adéquat. C'est donc la question de savoir à partir de quoi on constitue des évaluations, à partir de quels référents, comment ces référents sont-ils construits, comment donnent-ils sens au travail, mais qui donnent aussi sens à la société. Et bien tout cela invite à des nouveaux dispositifs institutionnels, de nouvelles conventions. La troisième chose, et je vais m'arrêter là pour pas être trop long, parce que voilà, je récupère raison. Bon, rapidement, mais quand même, les nouvelles technologies de l'information, à la fois sont extrêmement utiles, parce qu'elles nous donnent des capacités de traiter des complexités, de la rapidité dans l'échange, mais en même temps, sont extrêmement inutiles. Quel temps perdu d'informations non pertinentes? Quel temps perdu par la multiplication de ces mails et de cette circulation dont le contenu informationnel est nul par rapport à des communications interpersonnelles qui donnent immédiatement le sens du propos. Et donc, vous voyez bien que les nouvelles technologies ont ici un usage extrêmement paradoxal. On gagne du temps, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? Et des gens, comment on est épuisé par les problèmes de ces mails et de ces machins trucs nuls? Il n'y a pas que moi, avec vous tous. On n'en peut plus. Parce que tu ne sais pas t'en servir. Voilà, parce que je ne sais pas m'en servir. Mais il a raison, mon ami d'à côté. Parce que je ne sais pas m'en servir. Mais j'aimerais tellement qu'on me donne des règles pour savoir comment s'en servir. J'aimerais tellement qu'on me dise quelques repères. Alors comment tu te démerdes, toi, mon grand, pour arrêter? Et moi, j'en mets 30 à la poubelle par jour, sans les regarder. Mais vous voyez, quand même, vous voyez, c'est des soucis. Alors, vous voyez bien que tout cela fait que le rapport à l'information, et derrière le rapport au temps, etc., change, et qu'il y a ici des exigences de nouvelles conventions à faire émerger ensemble. Et ici, tant que ces règles n'arrivent pas à émerger, à s'institutionnaliser, eh bien, le travail actuel met les salariés dans une grande difficulté, mais de très grandes difficultés, dont les résultats en termes de santé ne sont qu'un épisode, on en parlera après, la violence de plus en plus importante, une autre conséquence, des enjeux d'immobilité particulièrement prenants, toute une série d'enjeux considérables. Alors, vous voyez, ce travail réel dont nous parlent les Hegeliens avec tellement de talent, et en même temps qui fonde la valeur économique, a tellement changé depuis 30 ans que constamment nous sommes obligés, et les salariés essaient d'inventer de nouvelles règles à partir de leur expérience, de construire des nouvelles conventions, de discuter ensemble, enfin, à partir du travail, de ce qui est juste de construire. C'est-à-dire le travail d'une expérience ici politique, au sens où il amène des pratiques de production de règles, ce qu'on appelle des activités déontiques, qui donnent un sens à la politique. Parce qu'il peut donner un sens, alors, à des dispositifs institutionnels qui, à la fois, organisent le travail, deviennent de véritables ressources dans le travail effectif, et en même temps, nous donnent un éclairage politique, c'est-à-dire sociétal. Voilà quelques éléments, si vous voulez, pour vous dire combien l'évolution actuelle du travail et l'expérience actuelle des salariés
est un levier considérable pour imaginer, inventer, faire émerger de nouveaux dispositifs institutionnels qui, quant au fond, que cela relève de l'évaluation, que cela relève de la professionnalisation, que cela relève de l'innovation, sont éminemment politiques. Alors là, on est sur de faire un constat qui finalement confirme un petit peu ce sentiment qui peut se construire, qui peut s'élaborer, qui s'installe dans nos sociétés, de cet écart entre les attentes qui sont... Parce qu'il y a la question quand même de ce que porte le travail en tant qu'activité. Alors tu as commencé à l'aborder, mais finalement, aujourd'hui, face à ce constat qui est à la fois... on voit bien, il y a tout un ensemble de dispositifs institutionnels, comme le dit Christian, qui ne sont pas adaptés à ce que devrait être le travail aujourd'hui, compte tenu de ces transformations, compte tenu du fait qu'on est dans une économie, effectivement, théoriquement, qui renverrait à la co-construction. Ça interroge d'ailleurs la question démocratique, en fait. On est sur la question de la démocratie. Bon, voilà. Et en fait, aujourd'hui, François, quelle forme ça peut prendre, ça, aujourd'hui, même que tu te places du point de vue du sujet actif, dans son travail, au sens de l'activité, qui peut être d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas la centrer, la cerner, l'enfermer, la circonscrire à l'activité du travail rémunéré. Il y a l'activité citoyenne, l'activité hors travail, etc., toutes ces autres activités. On voit bien que ça pointe en ce moment partout, on voit une nouvelle forme d'organisation du travail pour la conciliation au travail hors travail, ces problèmes alors le problème de l'emploi, évidemment, il est présent. Tu as évoqué celui de la violence, effectivement, qui est cette contradiction dans laquelle les gens, la contradiction, beaucoup plus qu'une contradiction, cette espèce d'enfermement, tension, de ton point de vue, François, comment on s'extirpe de ça à travers un travail politique? Qu'est-ce que finalement, je pense qu'on essaiera d'interroger aussi les politiques sur ces questions-là, comment remettre le travail comme une interrogation de nature politique? Je dirais que je ne sais pas. Mais que c'est une question qui, évidemment, nous intéresse, c'est pour ça qu'on est là. Et ce que j'espère, par exemple, c'est que dans les échanges qu'on aura avec des personnes inscrites de manière très claire dans la question de l'action politique, nous indiquerons la manière dont ça fait écho pour eux, et peut-être surtout les difficultés qu'ils rencontrent dans la prise en charge de cette question qu'on décrypte nous à l'échelle du travail. Je pense que le point qu'on a aujourd'hui, moi je le vois comme ça, c'est dans quelle mesure d'abord on lâche ou non sur le fait que l'activité de travail c'est particulier. Est-ce que à vouloir mettre l'activité de travail dans le concert de toutes les activités, ce qui est basique, on vise le fait d'une certaine manière d'élusion des spécificités du travail et d'un alignement de celle-ci sur le modèle de n'importe laquelle des autres activités, ce à quoi je résiste, et qui est une tendance lourde. Incidemment, dans nos disciplines à nous, le mot activité a beaucoup de succès, mais un succès qui s'accompagne d'un décrochage du mot travail attaché à l'activité. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus une ergonomie de l'activité, mais qui n'est plus de l'activité de travail. Qui est de l'activité d'utiliser les objets, les trucs, d'usage, mais où la question du travail tombe. Donc ça gagne à la fois en puissance d'exposition, puisque alors, pour le coup, ça c'est partout. Mais ça perce une dimension qui a été pour nous très importante, qui était qu'on ne parlait pas de n'importe quelle activité. Les ergonomes ils sont arrivés à mettre le mot activité, au particulier d'un travail qui n'était pas la tâche, qui est une ergonomie qui fait un pas de plus, et qui lâche le travail pour parler d'activité en elle-même. Donc le point pour nous, c'est la question de la place de l'activité de travail dans le concert des activités. Donc, on est quand même beaucoup ici alors à nous intéresser à d'autres activités, non pas pour elles-mêmes, mais dans la relation qu'elles ont avec l'activité de travail, soit pour les compenser, soit pour les dépasser, les activités de circulation par exemple, pour être ça, ou pour en hériter de ce qui s'y joue et notamment s'en retrouver dégradé ou déconstruit. Donc ça, ce point-là nous amène vers une
écologie humaine, c'est-à-dire une considération de la façon dont, à travers le travail, s'organise un rapport de l'homme avec son milieu, et où l'activité de travail, à la fois, mobilise, emprunte au milieu, fabrique du milieu, et le milieu, c'est aussi bien le milieu physique, évidemment, ça va de soi, mais c'est le milieu social, sociétal, c'est la question de la culture, la question du monde commun, la question, enfin, toutes ces affaires-là. Alors, par exemple, pour moi, je réponds très indirectement à la question, mais il me semble que par exemple, un des enjeux du management, c'est la capacité qu'il a ou qu'il a en fait pas, souvent, de construire une relation entre ce que les gens font là et ce que ça fait là-bas. C'est-à-dire comment je gère le rapport entre ce que je fais ici et ce que ça fait au monde. Et la fonction managériale, c'est la question de l'écho. Est-ce que je le fais en toute surdité à l'extérieur, c'est pas ton problème. Dans une sensibilité exagérée qui fait que j'arrive pas à rien à faire, et comment je rends compte. Et il me semble qu'un des enjeux de managérial, c'est l'organisation de la délibération sur ça. Et la construction, ça rejoint les questions dont on parlait suite avec Christian, de dispositifs institutionnels capables de reprendre ces affaires-là et de leur donner à la fois comme perspective la capacité d'agir là où on est, mais aussi de répondre de ce qu'on fait dans un espace plus large. Il y a un télescopage des mondes. Cette question-là, à mon avis, est une question politique par elle-même. Je ne sais pas comment elle se traite par les politiques. Je sais qu'il me semble que nous avons, nous, à en faire les causes. Notre problème à nous, c'est comment ce qu'on fait, ce qu'on sait, ce qu'on porte à l'espace, à l'échelle des espaces de travail, on arrive à le faire entendre, à le mettre en résonance avec ce dont sont plus responsables les gens qui interviennent à une maille plus large. Ça, c'est la question de la santé, c'est la question de la subjectivité perçue comme la capacité sensible à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire la capacité de se laisser atteindre, affecter par les dimensions qui concernent le monde. Est-ce que le travail est une activité qui replie dans l'espace pratique une sensibilité uniquement attachée à des effets immédiats, ou est-ce qu'il développe la capacité sensible à des dimensions d'effets immédiats, plus larges, par lequel alors l'activité du travail relie au monde et relie aux autres. Enfin, je pense que la question de la coopération, qui est au cœur de la question du travail, est à regarder comme question politique. Et ça, je pense que c'est une véritable perspective. C'est un enjeu économique, du côté de l'économie de la fonctionnalité dans laquelle on travaille, la question de la coopération est à l'évidence au cœur finalement des concepts opératoires, et du point de vue politique, je pense que c'est la même chose. Alors les coopérations dans les axes verticaux, horizontaux, transverses, je suis en train de noyer le poisson, en fait, je me rends compte, parce que ce que je ne voudrais pas lâcher, c'est finalement l'idée que c'est à partir du travail qu'il faut regarder, pour moi, la résonance politique des choses, plutôt que de comprendre tout de suite comment, depuis le politique, on entend le travail. En tout cas, ce n'est pas de cette place-là que moi je sais parler. Donc c'est par contre ça qu'il faut qu'on essaye d'organiser avec les gens qu'on va essayer de solliciter à intervenir ici. Une question qui est à tous les deux, mais qui est aussi, enfin, je ne sais pas si on y viendra, toi tu dis qu'il faut revenir à la spécificité du travail, donc tu vas faire quand même très fortement au travail rémunéré, quoi, cette sphère de l'activité bien particulière, dans laquelle s'exerce justement une question que tu as abordée au début, et qui est, je me demande aussi à travers ce que dit Christian, notamment la question de l'activité déontique, c'est-à-dire de construire des règles, des dispositifs qui seraient plus institutionnels, qui seraient produits un petit peu par du bottom-up, c'est-à-dire en même temps plus articulés directement à l'activité. Est-ce que ça cautionne pas quand même quelque part cette fameuse subordination? Parce que si on maintient toujours on fonctionne finalement avec un droit social qui effectivement a instruit, a construit, a élaboré les règles de la subordination. Et qui, de façon externe,
Et finalement, pourquoi on parle d'activité au sens beaucoup plus large, par exemple dans le loisir, etc. Moi, quand je vais dans mon club de gym, les gens travaillent, ils estiment qu'ils travaillent, mais ils travaillent, voilà. Tu vois, c'est le loisir, ou le loisir au sens large, hein, comme une activité libre, finalement. C'est une activité, effectivement, qui est dénuée d'une large partie de subordination. Et donc voilà, je me demande si c'est pas cette question-là, si l'activité déontique, dont tu parles, Christian, ne suppose pas que le politique, à ce moment-là, parce que c'est une vraie question politique, la question de la subordination, d'organisation d'une société, etc., et que c'est pas cette question qui, au fond, est posée. Et on verra aussi le point de vue de l'ergonomie. Je vais revenir sur la question de cette logique, de ce problème de la subordination, parce qu'effectivement, la question de la subordination est en partie remise en cause. Le droit, juste un mot, le droit à organiser la subordination, mais aussi à tracer les limites de cette subordination, les limites. La question qui se pose aujourd'hui, c'est en quoi le droit est en capacité, finalement, de dépasser simplement la constitution de limites, mais d'arriver à organiser quelque chose qui releverait plus de l'émancipation. Et donc d'un rapport plus dialectique entre les limites et les questions de l'émancipation. Et là, je vais revenir sur, il me semble, pour pouvoir traiter cette question, sur quelques grands enjeux. Bon. À travers ce que j'ai dit, je pense que les uns et les autres ont saisi le fait que les pratiques déontiques dans le travail, c'est-à-dire de constitution de règles ou de conventions qui ont une pertinence par rapport au travail, les pratiques déontiques des salariés, pour qu'elles puissent se réaliser, il y a des conditions. Et ces conditions, ce n'est pas simplement des conditions bottom-up, qui viennent de la volonté, c'est aussi des conditions qui viennent d'en haut. C'est-à-dire qui viennent, voilà, et c'est de croisement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la question du politique était interpellée. Et on peut voir les choses qui viennent de haut de différentes manières. On peut voir les choses qui viennent du haut, donc la sphère du politique, au sens strict du terme, d'abord dans son propre analyse et ses activités qui concernent le travail en tant que tel. Hein, il y a des choses comme ça. Il y a des avancées, on pourrait dire, sur les problèmes de professionnalisation, parce qu'il y a des avancées dans des dispositifs, notamment territoriaux, sur la question de la formation, des compétences, et plus largement sur les retours d'expérience, pour utiliser ces retours d'expérience afin d'accompagner l'évolution des compétences. Et donc il y a, on sent une évolution, y compris institutionnelle, même dans les dispositifs de formation, ou la question de formation en alternance, la formation qui tient compte de l'expérience du travail, ces choses évoluent, elles sont en train d'évoluer. Je pense que c'est un processus de ce point de vue positif qu'il faut donner gré. Et la dimension territoriale de cet aspect-là, c'est-à-dire la façon dont des règles, des nouveaux dispositifs se mettent en place dans les régions, voire dans des territoires infra-régionaux, là, il y a un espace de créatif, institutionnel, que je considère comme positif. Par contre, dans le domaine de l'évaluation, on est extrêmement en retard, ou plus exactement, ce qui se passe dans le domaine de l'évaluation, c'est la capacité d'évaluer à la fois la qualité des services, leur impact, en termes de santé, en termes environnementaux, est absolument catastrophique. Les dispositifs d'évaluation sont des dispositifs copier-coller en réalité de mesures, des dispositifs complètement archaïques, même qui nous font revenir en arrière. Les dispositifs dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est catastrophique. Les dispositifs d'évaluation qui sont dans les entreprises, y compris industrielles, sont catastrophiques. L'évaluation est un vrai problème de combat politique. Un vrai problème de combat politique. Et la politique, très en retard sur cette question. Nous avons besoin d'interpeller ceux qui portent des responsabilités politiques. On ne l'a pas dit encore, mais notre idée, c'est que cette séance, c'est une séance introductive qui va s'accompagner d'autres séances où nous allons essayer d'inviter des personnes qui portent des responsabilités politiques. Voilà. Je ne sais pas si on va inviter tout le monde, mais en tout cas avec certaines sensibilités politiques différentes. Mais encore faut-il qu'ils aient une pensée sur ces questions. On va les obliger à penser. Ça c'est difficile d'obliger les gens à penser. Il faut une pensée. Donc là, vous voyez qu'à propos de l'évaluation, il n'y a pas de pensée. Moi je ne vois pas, j'arrive pas à le voir, en tout cas, avec beaucoup de difficultés. Les questions d'innovation,
Alors on nous répète l'innovation, innovation, un peu comme De Gaulle, on doit au cabri. On est quand même un cabri avec l'innovation. Ça fait 30 ans qu'on parle d'innovation. Et l'économie d'innovation, c'est rien réglé. Pourquoi? Parce qu'on reste dans des processus d'innovation, de dispositifs d'innovation, fondés sur une logique industrielle, avec un rapport aux sciences qui reste essentiellement et fondamentalement un rapport aux technologies, fondamentalement des rapports aux sciences exactes et aux sciences expérimentales, absolument pas refaisant remonter l'expérience des bénéficiaires, s'appuyant absolument sur les pas des collectifs d'usagers, sur l'expérience des effets des services, ne prenant pas en compte les sciences sociales, étant absolument incapable de créer des liens avec les sciences sociales et les consultants qui ont un peu aussi une exigence en termes d'exigence de pensée. Vous voyez bien que là, les dispositifs, ils sont vraiment des dispositifs complètement, pour moi, mais loin de ce qu'il faut. Et la critique des dispositifs actuels d'innovation, c'est très important, parce que sans une innovation en phase avec les formes actuelles du travail, mais il ne peut pas y avoir de création d'emploi. Il ne peut pas y avoir de création d'emploi. L'emploi aujourd'hui se développe essentiellement dans les services. L'industrie, en fait, aujourd'hui, est au service des services. Regardez les réels. J'étais un téléphone portable, on s'en fout, on ne vous le vend pas, on vous le donne. Parce qu'on veut vous vendre des services. Les produits ils sont utiles pour les services, mais on vous vend des services. Donc on est dans une société, on ne veut pas le reconnaître, mais que de fait, on est une société où l'industrie est au service des services. Simplement, il faudrait l'organiser un peu, il faudrait le penser un peu, si on veut donner un avenir à l'industrie, encore faut-il la mettre à la bonne place. Parce qu'on ne met pas à la bonne place, il n'y a aucun avenir à l'industrie. Quand j'entends la réindustrialisation, alors, ces choses-là, vous voyez bien que derrière, c'est des dispositifs d'innovation où on est vraiment loin du compte. Alors, et là, il y a un vrai déficit de pensée des politiques. En même temps, on ne peut pas faire que des reproches aux politiques. Sinon, on ne va pas engager de discussion. Donc, il faut savoir aussi, dans l'autre sens, comment on pourrait refaire vivre la question du travail à partir de questions que les politiques mettent en avant en discussion. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent en avant, en ce moment, les questions de sécurité. Sécurité publique, c'est très à la mode. Les questions d'emploi, c'est très à la mode. Les questions, voire de santé, c'est moins à la mode, mais quand même, avec tous les problèmes de sécurité sociale. La question de la retraite. On va discuter de retraite. Et par rapport au travail. C'est-à-dire prendre les enjeux tels que le débat politique s'organise aujourd'hui, emploi, sécurité, place de l'industrie, prendre ces enjeux-là, parce qu'aujourd'hui, il y a un discours politique là-dessus. Et comment la place du travail est inscrite dans ces enjeux? Est-ce que le travail a une place? Alors, il en a une. Si vous prenez la question de la santé, évidemment, la question du travail contemporain a une place. Évidemment, la santé est une ressource extraordinaire pour produire. Et évidemment, les problèmes de santé viennent en grande partie des conflits du travail, c'est-à-dire du conflit des salariés par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, le travail réel, les problèmes de dysfonctionnement des règles, les problèmes de non-pertinence des dispositifs, les RPS, les suicides. Tout cela, ce sont des éléments extrêmement pesants sur le système de santé, extrêmement présents dans le système de travail. Si on prend les problèmes de sécurité, pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi cette violence? Les rapports de travail sont extrêmement violents. La façon dont les gens arbitrent de manière impérative de tous les côtés contre l'autre sont extrêmement violents. Les rapports de coopération dans le travail sont dilatés. Les espèces de solidarité devant les difficultés qu'on rencontre au travail sont ignorées, sont minorées. S'il y a de la violence sociale, et alors, son origine, le travail est porteur actuel de violences sociales externes aux entreprises. Les conditions dans lesquelles se passe le travail, porteur d'un certain nombre de violences. Réintroduire la question du travail sur les questions. Et nous avons des expériences, nous, à Thémis, sur la façon dont nous avons calmé les conflits sociaux. Nous avons arrêté des conflits entre générations dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, à travers la remise
en place de la centralité du travail pour parler de ces conflits. Il y a des expériences, il y a des engagements qui permettent de traiter ces questions politiques en se donnant la peine de revenir à la centralité du travail. Et là, le travail, c'est pas de faire de la gym. Là, le travail, c'est pas de faire... non, mais le travail, à un moment donné, c'est pas n'importe quelle activité. C'est sous des contraintes de temps, c'est des contraintes sociales, des contraintes de domination, sous des contraintes d'exploitation, en réalité, pour reprendre cet ancien mot, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres activités. Simplement, très certainement, le travail domestique, le travail assuré essentiellement par les femmes, pas pour rien qu'on appelle ça travail, relève pour eux, part non négligeable, des questions de la domination, des questions des contraintes, des questions de rapports de force sociaux. Et là, effectivement, la notion de travail, qui n'est pas le travail salarié, a un sens. On ne peut pas généraliser complètement comme si toutes les activités étaient la même chose que le travail. Donc quand je parle de la centralité du travail, je parle de cette centralité-là. Et j'estime que aujourd'hui, un des rôles, votre rôle comme le nôtre, et de ce point de vue, on va s'organiser, on va créer une association, on en parlait un peu tout à l'heure, pour vous donner aussi, les uns aux autres qui ne sont pas d'activistes, on va donner un espace public pour que les uns et les autres puissent s'exprimer, porter ces questions de ces débats, là vous êtes, dans vos lieux, de telle manière que essayer d'infléchir, de faire en sorte que cette centralité du travail puisse être prise en charge par les uns et par les autres, parce que c'est notre responsabilité à notre mais c'est la vôtre aussi. Parce que en fait, c'est la responsabilité de chacun là-dessus. Alors, on reviendra sur plein de points pendant les autres séances que tu as évoquées, notamment la question du territoire, la question des échelles auxquelles s'exerce l'activité politique. Ce qui me frappe, moi, quand même, c'est, et si j'ai volontairement utilisé cette parabole un petit peu d'activité dite libre, je crois qu'en même temps, il ne faut pas non plus se dégager de ça, parce que quand tu parles de centralité du travail, ça veut dire que c'est un centre par rapport à autre chose. Donc ça questionne quand même le rapport entre le travail et le reste de la vie sociale, dont, là je vais devenir arrêtien, pour le coup, c'est-à-dire je pense que l'individu, il ne peut pas être segmenté comme ça, coupé dans le travail. Il est coupé déjà entre sa subjectivité et quelque chose qui lui est imposé, il est coupé en tant que collectif, entre ceux qui exécutent, ceux qui font... il y a cette question que tu as évoquée aussi de l'imperméabilité des dispositifs institutionnels, mais aussi des pratiques managériales que tu as évoquées toi tout à l'heure, à des processus innovants qui ont été trouvés par des consultants, des gens qui travaillent sur la question du travail. Il y en a plein dans la salle ici et qui essayent de faire passer des choses, mais ça résiste. Ça résiste parce que c'est, comme tu le dis, la question de la domination. Et je crois qu'on n'échappera pas non plus à la question de savoir où est la place du travail dans la société, parce que ça, c'est une vraie question politique aussi. Voilà. Et donc, justement, moi, je voudrais qu'on termine peut-être 2 minutes, parce que tu es passé un petit peu... Enfin, tu as pas complètement répondu à cette question de l'autonomie, de la subordination. Pour moi, elle est quand même une vraie question, du point de vue de l'ergonomie, comment elle se pose pour toi. Tu l'as abordé au début. Et puis ensuite, on va passer à un jeu enfin, surtout à votre expression à vous par rapport à ces questions-là, qui nous aideront d'ailleurs à construire la suite. Oui, peut-être effectivement, parce que tout à l'heure j'étais à côté. Je voudrais juste ceci, ça me revient plus nettement à écouter ce qu'a dit Christian et toi tout de suite. Justement, je pense que ce qui pour nous est essentiel, c'est que l'individu n'est pas coupé, précisément. Il n'est pas clivé. Exactement comme quand il clive, c'est qu'il a échoué quelque chose dont toute la logique, c'est que ça ne clive pas. Donc ce qui est la base pour nous, et c'est justement ce par quoi on n'est pas arrêtien pour le coup, c'est que dans l'activité, il y a quelque chose d'autre qui se passe que ce qui aurait été supposé se passer si on avait suivi la prescription qui clive justement. Dans l'activité, il se joue la possibilité de relier ce qui, dans l'organisation, se délie, se sépare. Et donc, c'est bien ça qui est en cause.
de comprendre, et c'est là que la question politique prend racine pour moi, comment les gens tiennent, comment ils font, comment ça marche, comment ils y trouvent quand même, pour eux-mêmes, un bénéfice suffisant pour qu'ils s'y consacrent. Et comment aussi ils y arrivent d'une manière qui a comme effet collatéraux quelques dégâts que ça a tendance à produire dans l'espace autour, dans des violences qui sont alors dérivées sur les autres, dans des dégradations diverses qui sont justement différées plus loin ou plus tard, justement par un effet d'une activité qui arrive encore à tenir, mais dont ce qu'elle produit dehors annonce la difficulté qu'elle a à se maintenir longtemps. Alors, il y a deux choses là. C'est dans quelle manière le politique sait relier ces événements que je dirais qui sont d'une certaine façon des externalités de l'activité, mais qui sont dans l'espace public et de la société et du politique, qui ne sont pas des externalités, mais au contraire, ce qui lui est interne. Comment il sait relier ça, qui est ce à quoi il a à faire face, à des raisons qui se passent derrière l'écran qu'il sait lire, et qui est dans le niveau de l'activité qu'il faut donc lui donner à voir, et qu'il faut savoir relier. Ce point est important. Mais aussi, il est à comprendre la façon dont, dans ces externalités, ressources réaniment ou, au contraire, en rajoutent dans l'épuisement des activités qui se sont déployées. Ce sont ces deux mouvements-là qui, à mon avis, font de l'endroit d'où on parle, où je parle, quelque chose qui a vocation à être en résonance avec les questions politiques, notamment celles qui sont parlées, qui s'appellent la santé, l'évaluation, effectivement, la sécurité, les coopérations, dans les formes plus publiques qu'elles peuvent prendre que celles que l'on connaît et où on intervient dans les espaces plus privés ou plus locaux du travail. Merci. Quand tu dis comment ça tient, comment ça marche, en même temps, j'ai l'impression qu'on y reviendra tout au long des débats, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a même une spécificité française, en tous les cas par rapport dans notre environnement proche, etc. On la connaît, oui, on la connaît, mais elle se traduit par des excès de psychotropes, par exemple, des choses comme ça. Ça tient aussi à coup avec des choses comme ça. Ce qui me frappe, et ça tient aussi à travers, peut-être, et c'est pour ça que je l'ai évoqué volontairement, c'est à travers l'exit, c'est-à-dire à travers ces questions-là, par exemple du travail, etc. Dans les années 70, ça donnait lieu à des conflits. Et à des conflits collectifs, ça tapait, quoi. Etc. Aujourd'hui, ça donne lieu à des fuites, à de l'individualisation, à un délitement social aussi. Donc c'est là où le politique il est sacrément interrogé. Bon, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Je voudrais donner la parole à la salle parce qu'on a déjà bien avancé sur le point de vue du temps. Donc réactions, commentaires, questions. Alors est-ce qu'il y a d'autres micros? Un autre micro? Ou alors, on n'a qu'une solution dans ce cas-là, si on enregistre en même temps, hein, je pense. Ouais, et donc la seule solution, c'est que les personnes qui peuvent